Je t'entends pas très bien. Toi, tu m'entends-tu? Yankees lose! T'avoue que ça a duré pas mal plus longtemps que je pensais. Je savais plus quoi faire semblant de dire. Pour ceux qui nous voient pas, qui vont nous écouter plus tard, ça va faire bizarre un peu. Moi, je mise sur ceux qui nous regardent, évidemment. Je voulais juste te Oui. péter un Yankees lose d'en face parce que... Ah, t'aurais pu le péter en partant, hein? Ouais, j'y ai pensé, mais t'as brisé mon plan. T'as été plus patient que je pensais. T'as été plus patient que les frappeurs des Yankees au bâton. C'est exactement là que je m'en allais. Puis t'as aussi brisé mon plan en n'ayant pas une face un peu stoïque après parce que je voulais dire que t'étais comme Derek Jeter sur le plateau. Hey, avais-tu pas l'air de la trouver drôle, Derek Jeter? Hey, il voulait pas être là, je pense. Il voulait pas être là. Et Rod était un petit peu plus jovial, je te dirais, mais Derek, non, il aurait été ailleurs, il aurait été très, très heureux, là. Ouais, écoute, année après année, je pense qu'il trouve ça tough d'être à la télé pour faire comme « Hey, les Yankees, hein? C'est pas comme dans ton temps. » Quoique l'année passée, ils se sont quand même rendus en série mondiale, fait que ça allait un petit peu mieux. Tu sais, ça a duré plus longtemps. Il pouvait un petit peu revivre les moments de sa carrière, mais non, cette année, c'était un petit peu plus court, hein? Ouais, mais Derek Jeter, ça demeure quand même que c'était celui qui arrêtait pas de dire si tu gagnes pas, ça vaut rien. Ça se change quoi de se rendre en série mondiale si c'est pour perdre? Fait que, tu sais, c'est. Il n'y avait pas tort non plus, là. Il n'y avait pas tort. C'était un peu c'est la mentalité dans laquelle il a été élevé. Là. George, c'était ça. C'était pas comme Al Steinbrenner que si tu sais, les attentes ont l'air différentes. Là, George, si tu gagnais pas la série mondiale, si tu perdais en 7 en 15e manche, tu perdais. C'était quoi la différence entre ça et avoir une saison de sans défaite? Là? C'était quasiment ça. Non, exactement. Puis tu disais que j'étais patient, lui, il ne l'était pas. Avec ses gérants, ses directeurs généraux, n'importe qui, ses joueurs, la patience, c'était pas sa force. Ça a été payant à certains moments. Peut-être que des fois, c'était un petit peu précoce dans d'autres, mais non, lui il était là pour gagner. Il mettait tout en œuvre pour gagner. Ce n'est pas le cas d'Al Steinbrenner. On va se le dire. C'est qui le gérant? C'est-tu Martin, pas Billy Martin, là, qui est congédié à peu près 8 fois? Là. Oui, c'est exactement ça. Oui. Aaron Boone, s'il est encore là en 2025, c'est parce que ce serait son 4e passage. Là, exactement. Il serait revenu 3 ou 4 fois parce qu'il n'aurait pas passé tout ce temps-là à être gérant des Yankees avec les résultats des dernières années. Ça, je t'en passe un papier. Donc, on va faire l'intro pour vrai, épisode numéro 84 du podcast de Pascal Mabi. Je suis déjà tanné, puis l'intro n'est pas passé. Ça va bien, hein? Moi, c'est comme mon sweet spot, là, pour te tanner un peu. Puis, ouais. D'ailleurs, je remarque que tu n'as pas la chemise aujourd'hui, Sébastien. Non, elle est au lavage. Ah, OK. Parce que tu vomis ça. dessus? C'est ça que je viens de dire, je suis déjà tanné. C'est ça. Gars, au moins, il y a mon père qui est de ton bord. Pauvre Sébastien, j'espère que tu vas bien t'en remettre. Merci Mario. Chance, t'es là parce que ton fils, lui, c'est autre chose. C'est ça. Tu devrais faire un podcast avec mon père à la place. Ça serait premièrement beaucoup plus pertinent, puis beaucoup plus plaisant aussi. Ça, c'est vrai. J'en doute pas. Sébastien, évidemment, le grand sujet d'aujourd'hui, ça va être la série des Blue Jays et des Yankees. Donc, partons ça, le bloc sur les Blue Jays de Toronto. Okay. Blue Jays. Let's play ball. Comment vont tes prédictions? Prochaine question. Je suis juste là pour ne pas avoir d'amende. OK. Comment vont mes prédictions? Dis le gars que ça fait à peu près 3 ans qu'il n'y en a pas eu une de bonne, puis la seule qu'il a, alors qu'il était seul contre le reste de l'équipe. C'est vrai. Félicitations. Merci. Mais tu sais, garde-toi une petite gêne. Là. Ouais, c'est ça. Tu te souviens l'année que j'avais été, je pense, 0-11, c'était exceptionnel. C'est toi qui en parles. Je voulais pas ramener ça sur le sujet, là, mais c'est toi qui ouvre la porte. Là. Le jeu des prédictions. Sans joke, c'était une série pour moi qui était difficile à prédire. Tu sais, il y a un 15 minutes, je me disais, je vais mettre les Yankees. Puis l'autre 15 minutes, je me disais, je vais mettre les Blue Jays. J'ai l'impression
En fait, non, je te pose la question. Penses-tu qu'à New York, on a sous-estimé les Blue Jays? Parce qu'à entendre bien des gens parler, puis évidemment, ça peut être des représentants des médias, mais on sait qu'il y a bien des médias qui sont un peu collés sur les Yankees aussi. À entendre plusieurs représentants des médias, c'était fait. Là, les Blue Jays, c'était une petite roche dans leurs souliers, puis that's it, ils allaient s'en débarrasser comme si c'était rien. Je pense pas que, mettons, Aaron Judge a sous-estimé les Blue Jays, mais penses-tu que tout ce qui se passait alentour, on prenait un petit peu ce qui se passait à la légère en se disant, ben, gars, le balayage au mois de juillet, non, ça c'est circonstanciel, puis on est capable de les battre, on est la meilleure équipe. Penses-tu qu'il y avait de ça un peu alentour de l'équipe? Ben, pour ce qui est des médias, ça fait partie de la game. C'est un petit peu toujours comme ça à New York, dans les gros marchés. Je peux pas croire que les joueurs des Yankees, que l'organisation des Yankees a pris les Blue Jays de Toronto à la légère après ce qui s'est passé cette année. Oui, ça reste la saison régulière, mais tu peux pas les prendre à la légère. Tu n'es pas capable de gagner à Toronto, au Rogers Center. Tu as perdu la série, ce qui a fait que tu as perdu le premier rang, ce qui a fait que tu as dû aller en série wildcard contre les Red Sox. Si tu avais gagné un petit peu plus contre les Blue Jays, tu aurais terminé au premier rang. Tu n'aurais pas eu à passer par la ronde wildcard. Tu n'aurais peut-être pas affronté les Jays par la suite. Mhm. Si après tout ça, tu prends quand même cette équipe-là qui a terminé au premier rang de la Ligue américaine à la légère, il y a vraiment un problème organisationnel, puis il faut le régler. Puis si c'est Aaron Boone, c'est quelqu'un d'autre dans cette organisation-là. Si c'est dans la culture de l'équipe, ça ne fonctionne pas, mais je pense pas. Je pense vraiment que, premièrement, les Blue Jays voulaient plus gagner que les Yankees. Ça, c'était évident. On l'a vu tout au long de la série. Je dis la série, on n'a pas eu de série, là, on s'entend. Là, ça a été totalement à l'avantage des Jays. Puis même le match que les Jays ont échappé, c'est parce que, justement, ils l'ont échappé. Ils l'ont donné aux Yankees. Donc, les Yankees n'ont jamais été dans le coup. Je pense que les Blue Jays la voulaient beaucoup plus. Puis c'est vraiment dur à expliquer ce manque de puissance-là, que les lanceurs partant. La relève, on s'y attendait un peu, mais je ne pense pas que la série s'est jouée nécessairement dans l'enclos de relève. Ça s'est joué chez les partants. Qu'on tombe complètement à plat. C'est sûr qu'on affrontait une équipe qui met la balle en jeu, qui est très, très difficile à retirer sur 3 prises. On l'a vu hier, Cam Schlittler qui a seulement eu 2 retraits au bâton. Alors que contre les Red Sox, il y en avait eu 72, là, j'exagère, mais ça avait été un match extraordinaire. Là, il n'était pas capable de terminer le travail contre les frappeurs des Jays. Ça a fait une différence. Mais je m'explique mal comment les lanceurs des Yankees ont pu si mal performer. Il faut donner du crédit aux frappeurs des Jays, mais ce n'est pas seulement ça, il y a quelque chose d'autre également. Puis tu parles de Cam Schlittler, on va en parler un peu. Moi, je trouve qu'il a été bon, Cam Schlittler. Je trouve Oui, qu'il a réussi à oui, limiter ses tirs. Puis si Jazz n'était pas en train de bailler au deuxième but, c'était-tu en septième manche? oui. Probablement qu'il lançait cette manche complète. Moi, j'ai été impressionné de ce que j'ai vu de ce jeune-là. Puis je me doutais bien qu'il n'y aurait pas, ce ne serait pas le festival du retrait au bâton parce que ce n'est pas dans l'ADN des Blue Jays, mais je trouve qu'il a su s'adapter. Puis écoute, il faisait frapper les gars pour que ses coéquipiers puissent retirer certains joueurs. Puis dans un match, surtout où l'autre bord, il y avait un bullpen day, puis c'était le festival du releveur de l'autre côté, moi, je trouve que Schlitter a fait de l'excellent travail. Ça a été le meilleur lanceur des Yankees. Même pas proche. C'est même pas proche. Même pas proche. Tu as entièrement raison. Les deux lanceurs qui étaient supposés être ceux qui allaient faire la différence contre les lanceurs des Jays, c'était Max Fried, c'était Carlos Rodon. Ils ne l'ont pas fait. Mais non Non. seulement ils ne l'ont pas fait, ils se sont fait détruire par les frappeurs des Blue Jays. Ouais. Louis Hill, peut-être qu'il s'est fait retirer un petit peu tôt dans le premier match. Ça allait pas très bien, mais c'était pas catastrophique non plus. On était encore dans la rencontre. J'aurais aimé ça le voir un petit peu plus tard dans ce match-là, voir s'il aurait pu s'adapter. Mais de loin, Cam Schlittler a été le meilleur lanceur des Yankees. Puis il va falloir se poser des questions. Oui, il nous manquait Garrett Cole, ça c'est sûr et certain. Les lanceurs des Yankees n'étaient pas nécessairement dans leur chaise, dans la bonne chaise dans cette rotation partante-là. Mais il faut que tu te lèves à ce moment-là pour combler la perte de ton meilleur lanceur. Puis les meilleurs artilleurs des Yankees ne l'ont pas fait. Tu parles justement des lanceurs partants, puis il y a Olivier qui nous le dit aussi, là, les Yankees ont été horribles, surtout les lanceurs partants. On se souviendra aussi qu'à la date limite des transactions, les Yankees se sont construits un enclos où on se disait, OK, ça va être dur de marquer des points en fin de match. On comparait ça aux Padres ou à toutes ces grosses équipes-là qui étaient en train de se construire un gros enclos. Finalement, écoute, David Bednar, félicitations, tu as compris comment succès dans le Bronx. Pour le reste, pour le reste, il y a Mastercard. Là, je veux dire, il va falloir. Ah non, ça a été catastrophique.
Puis, on l'a dit tantôt, c'est pas nécessairement là que la série s'est jouée, mais si tu es capable de compter sur des releveurs sur qui, à chaque soir, tu sais ce qu'ils vont te donner, tu sais que tu vas être en contrôle. Dans le premier match, on le savait que Luke Weaver, ça allait pas bien, puis c'est là que ça a cassé chez les Yankees. Luke Weaver, qui était le closer de cette équipe-là l'an dernier, là, il n'y a plus rien qui va dans son cas, a fait des ajustements tardivement dans la saison. Je ne comprends pas pourquoi. Il dit qu'il y a des raisons à l'interne, mais tu ne fais pas des ajustements à l'aube des séries éliminatoires. Ça ne fonctionne pas. Il n'est pas là mentalement. Devin Williams, par contre, il faut lui donner. Il s'est replacé. En fin de saison, ça a été catastrophique en début de campagne, mais en fin de saison, c'était redevenu le Devin Williams. Oui, il a accordé des points dans ce match-là, mais ce n'était pas ses coureurs. C'était dû à l'erreur de Josh Chisholm et c'était des coureurs de Cam Schlittler. Lui a fait le travail. Pour le reste, Camilo Doval, c'était très difficile. Tim Hill du côté gauche, c'est correct, mais on n'avait pas l'enclos qu'on anticipait à la date limite des transactions. Si on va chez les joueurs de position, il y a plusieurs joueurs qui ont déçu quand même. Je pense à un Trent Grisham au sommet de l'alignement qui Oui. n'a pas fait grand-chose. Anthony Volpe, série excessivement difficile. C'est quoi? C'est sur 15, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais 15 présences au bâton. Il y a eu quoi? Il y a eu 11 ou 12 retraits sur des prises. C'était carrément un retrait automatique. Là. Puis à la fin, on l'a changé aussi. Là, c'est Jason Dominguez là, qui a fini le match à sa place là, au Qui a bâton. frappé un coup sûr. Qui a frappé un coup sûr, un beau coup sûr d'ailleurs. Oui. C'était sa première présence en série, puis il a réussi à bien faire quand même. Non, écoute, Volpe, là, à un moment donné, quand je l'ai vu se faire retirer sa dernière présence au bâton, je me souviens plus si c'était en septième, je me suis dit à moi-même, est-ce que c'est la dernière fois qu'on voit Volpe au bâton pour les Yankees? Parce qu'à ce point-ci, Oui. écoute, il faut que tu te la poses la question. Puis moi, tu vois, toi, tu t'es dit, est-ce que Volpe, c'est sa dernière présence? Moi, je me suis dit, est-ce que Bobby Bichette s'en va à New York l'an prochain? Peut-être pas, là, mais ça va prendre un joueur d'arrêt-court qui est capable de faire le travail parce que Volpe ne fait tout simplement pas le travail offensivement. Défensivement, ça s'est replacé, a déjà remporté un gant doré. Mais si, comme tu l'as dit, c'est un retrait automatique, puis non seulement c'est un retrait automatique, mais c'est des mauvaises présences au marbre. Ouais. C'est même pas qu'il réussit à faire lancer le lanceur adverse, qui se bat, qui va loin dans les présences. Non. Des fois, c'est 3 lancés, merci, bonsoir, il s'en va s'asseoir dans l'abri. Il ne crée rien offensivement, Anthony Volpe. Puis on a sacrifié plusieurs joueurs autonomes pour garder Volpe à New York. On a passé sur ces joueurs autonomes-là. On se disait, c'est lui notre joueur d'arrêt court d'avenir. Je pense qu'on lui a laissé assez de chance. On peut peut-être le garder dans l'organisation puis que ce soit une option sur le banc, peut-être, je ne sais pas. Mais ça va prendre un vrai joueur d'arrêt court à New York. C'est une position névralgique. C'est une position où c'est pas nécessairement facile parce que tu arrives après Derek Jeter, mais peu importe, tu dois faire le travail. Peu importe le gars qui se retrouve dans ces souliers-là, il doit faire le travail. Chez les Yankees, il y a Aaron Judge qui a connu des bonnes séries Ouais, malgré tout. Il a ouais. été excellent. Moi, je trouve par exemple que il mettait souvent la balle en jeu. Ceci étant dit, je trouve qu'il n'a pas été assez un facteur une fois. Mettons, il frappait la balle, il frappait un simple ou il frappait un double à personne. Puis c'est correct, là, je ne reproche pas, mais je trouve qu'il n'a pas été un assez gros vecteur de changement à ce niveau-là. Mais sinon, je n'ai pas à reprocher. Là. Je veux dire, si on a à parler de ces séries, on va dire que c'était des excellentes séries. Il a été très bon malgré tout. Que dire de son coup de circuit contre Louis Varland? Il y a combien de joueurs, Sébastien, dans le baseball majeur qui sont capables de frapper un circuit avec ça? Un, qui s'appelle Aaron Judge. Ouais, C'était le lancer le plus à l'intérieur et le plus rapide qui a été frappé pour un circuit à cette vitesse-là. C'est incroyable de passer les mains à l'intérieur comme ça. C'est un excellent tir de Louis Varland. Ouais. Je comprends que peut-être avec aucune balle de prise, il aurait pu aller avec une balle cassante à l'extérieur, mais ça restait quand même un bon lancer, un excellent lancer. Il y a seulement Aaron Judge qui peut faire ça. Il l'a fait. A connu de très bonnes séries, probablement qui jouait blessé, comme on le sait depuis la moitié de l'année. Donc, lui a fait le travail. Puis c'est quand même difficile. Tu parles qu'il frappait des simples, c'est vrai. Mais quand le reste de l'équipe ne suit pas, quand il n'y a pas de coureur sur les sentiers, quand ton premier frappeur, tu l'as mentionné, Trent Grisham, n'est jamais, jamais sur les buts, ça met une pression indue sur Judge. Je comprends que la pression vient, c'est le meilleur joueur, il doit vivre avec ça, mais c'est plus difficile de performer dans ces situations-là. Il y a la possibilité de l'envoyer au premier coussin avec un but sur balle intentionnel. Ça prend des coureurs sur les buts, il faut créer quelque chose, puis on ne l'a pas fait, puis ça a fait une grande différence.
Il y a Luc qui nous dit ici, on parle moins des bâtons torpilles. C'est vrai qu'en début de C'est saison, vrai. c'était ça. Volpe, il y en a Ouais. un en bâton torpille. Oui, Ça s'est remarqué. une chance. Ça serait quoi, ça, un bâton torpille? Il ne touche pas à la balle avec le baril qui est gros comme ça. C'est fou, regarde. Il y a Luc qui nous a dit un autre commentaire aussi là, que j'ai vraiment envie de lire. The Yankees lose! D'ailleurs, Vlad, je trouvais ça drôle quand tu disais Yankee au lieu de Yankees. Hein? Oui, mais c'est ça que j'allais dire. Il faudrait que tu le dises avec l'accent de Vlad. C'est encore mieux. Oui, c'est ça. Hey, d'ailleurs, il y a la même maudite voix que David Ortiz. Là. J'ai un de mes amis qui me disait hey, quand j'ai regardé la vidéo la première fois, je pensais que le son n'était pas synchronisé parce que les lèvres de David Ortiz ne bougeaient pas. Puis c'était comme non, il y a juste la même voix que David Ortiz. Là. On dirait Jean-François Posé puis Carl Tremblay. Mais... Bonne comparaison. Merci. Chez les Yankees, est-ce que tu as d'autres coups de gueule à donner par rapport à cette série-là? Est-ce que tu as des étoiles dans le cahier? Est-ce que tu veux parler d'Aaron Boone? Va où tu veux. Ça, des étoiles dans le cahier, il n'y en aura pas beaucoup. Aaron Boone n'a pas vraiment été un facteur. Il n'a même pas eu la chance d'être un facteur. Il n'a pas eu la chance de faire perdre son équipe comme il l'a déjà fait par le passé. Il n'a même pas eu cette chance-là. Les gars, ils n'ont même pas donné la chance. Donc, il aime à ce point-là leur gérant. Il dit s'il perd sa job, ça ne va pas être... Ils l'ont protégé dans cette série-là. Là. Alors, plus qu'Aaron Judge a été protégé au bâton. oui, ça c'est vrai. Mais non, c'est ça, il n'y a pas beaucoup d'étoiles à donner. Jazz Chisholm qui crie haut et fort qu'on est la meilleure équipe dans la Ligue américaine ou même dans le baseball majeur qui ne répond pas présent dans cette série-là. Oui, il a frappé un circuit dans le même match qu'Aaron Judge, mais ça prend plus que ça. Il faut que les gars se lèvent, puis ça part d'une culture où j'ai aucun problème avec ça. On y va avec la longue balle. C'est ça notre objectif. On veut frapper la longue balle. On peut changer l'issue d'un match avec un seul élan. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais est-ce qu'avec 2 prises, on peut changer notre approche? Pourquoi est-ce que dans l'alignement des Yankees, il y a un joueur qui change son approche avec 2 prises, c'est Cody Bellinger? C'est pas normal. Quand tu as 2 prises, il faut que tu essaies de mettre la balle en jeu. Tu as eu 2 chances de t'élancer pour la clôture. Ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas de problème. Tu peux quand même mettre la balle en jeu. Mais ça, chez les Yankees, on a beaucoup de difficultés. On vit, on meurt avec la longue balle. Mais avec 2 prises, tu dois changer cette culture-là. Tu dois changer ton approche. On prend l'exemple des Brewers. On ne fera pas beaucoup de longues balles. Mais notre approche au bâton, c'est ce qui fait qu'on se rend sur les sentiers, qu'on met de la pression sur la défensive adverse. Même chose chez les Blue Jays de Toronto. On met la balle en jeu, on change notre approche quand c'est le temps. On est capable d'aller chercher des longues balles de temps en temps. Les Yankees ont beaucoup de puissance. On doit continuer dans cette veine-là. Ça fonctionne, mais il y a des ajustements à faire. Il faut changer cette philosophie-là. Tu as raison de mentionner ça. Puis un qui était bon puis qui était là par le passé, c'est Anthony Rizzo. Là. Anthony Rizzo, il coupait son bâton là, avec 2 prises. Là, c'était intéressant. Pas à peu près. Là. Ah oui, il a chaîné ça. Là. Oui. C'est sûr qu'il était très près du marbre, fait que ça lui donnait un petit peu plus de range à l'extérieur, mais c'est ça qui fait une différence. Si tu t'élances pour la clôture avec 2 prises, là, tes chances sont très, très faibles. Jean-Michel qui nous dit ici, on parlait tantôt là, des Rod de Derek Jeter par rapport à la situation de David Ortiz. Rod et Jeter qui ont pris la défense de Cashman et Boone en leur trouvant toutes sortes d'excuses comme si ça avait été demandé par Al Steinbrenner. Ils ont défendu Boone, mais dis-moi si je me trompe, Rod n'a pas défendu Cashman parce qu'il a justement critiqué la construction de cette équipe-là avec 5 DH puis 5 joueurs de premier but puis un club qui ne sait pas jouer défensivement. Puis un peu comme tu parlais justement, mettons, la mentalité de ne pas changer son approche avec 2 prises ou quoi que ce soit. Rod n'a pas été tendre envers Brian Cashman, là, qui est d'ailleurs le DG qui l'a coupé du baseball majeur à 4 circuits de la barre des 700, mais ça n'a pas rapport. Là. Sûrement pas. Non. Mais oui, là, j'étais un petit peu en dessous de l'autobus. A protégé Boone en disant que c'était probablement le moins responsable dans cette défaite-là. Puis je pense qu'il a raison parce qu'il n'a vraiment pas été un facteur dans ce cas-ci. Tu y vas avec les éléments que tu as en place. Puis les éléments qui sont en place, c'est Brian Cashman qui les a mis là. Puis oui, on est allé chercher des releveurs à la date limite des transactions, c'est correct. Mais moi, ce qui me rentre toujours pas dans la tête, c'est qu'on a commencé la saison sans joueur de 3e but.
C'est vrai. Puis oui, on est allé chercher Ryan McMahon à la date limite des transactions. C'était probablement ce qu'il y avait de mieux sur le marché. C'était le mieux qu'on pouvait faire dans cette circonstance-là. Mais dans quel monde tu débutes une saison du baseball majeur sans joueur de troisième but? Tu aurais été chercher un joueur de troisième but, puis tu finis premier de la section, premier de la Ligue américaine. J'ai aucun doute là-dessus. La différence, elle s'est faite là. Fait que nécessairement, Brian Cashman est à blâmer dans cette défaite-là. Ben, puis t'es même pas obligé d'aller chercher une vedette parce que je vais t'en nommer un joueur que les Yankees ont eu d'en face toute la série qui prendrait probablement au troisième but à tous les Ouais. jours, Ernie Clement. Est-ce Ernie quelqu'un qui est Clement, capable de là, le retirer, lui? non, personne. C'est Il a incroyable! zéro retrait sur des prises. Il a placé la balle en lieu sûr 9 fois en 4 matchs durant cette série-là. C'est pas une super vedette, Ernie Clement. Là. Il ne gagnera pas 100 millions de dollars l'an prochain, Ernie Clement. Là. C'est un joueur comme il s'en fait, mais c'est un joueur qui a compris son rôle. Et c'est ça un peu les Blue Jays aussi. C'est un joueur comme Ernie Clement qui est capable de jouer partout dans l'avant-champ. Ben, là, il y a Caballero là, qui ont été chercher les Yankees, mais qui ne faisaient pas jouer là, pour une raison que seul Aaron Boone peut expliquer visiblement. Mais Ernie Clement, il y a une chance qu'il est là à Toronto. Certainement, certainement. Il est toujours sur les buts, capable de faire le travail défensivement. Ça t'amène une profondeur extraordinaire. Puis on l'a vu tout au long de la saison. Là. On a eu besoin d'Ernie Clement. C'est entre autres Ernie Clement qui nous a permis en début de saison de se maintenir alors que ça allait pas très bien chez les Jays. Puis par la suite, bien, les gros canons ont pris le relais. Mais ça te prend des gars comme ça. Puis certainement que les Yankees auraient pris un Ernie Clement au troisième but. Puis je pense pas que c'est nécessairement très difficile à aller chercher. Mais il faut que tu fasses le move, puis il faut que tu sois prêt à dépenser un peu, même si ça ne coûte pas une fortune pour aller chercher ce genre de joueur-là. Il faut que tu sois prêt à dépenser. Oui, les Yankees ont une grosse masse salariale, mais quand vient le temps d'être un petit peu cheap parce que oui, on va se rendre à la date limite des transactions, on ne dépassera pas le seuil de la taxe de luxe, est-ce que tu veux gagner ou tu ne veux pas gagner? Ouais. Mais c'est des petits mouvements comme ça, comme tu dis, qui auraient permis de faire la différence, puis d'aller chercher l'avantage du terrain, puis peut-être d'éviter la série wildcard, puis de ne pas placer, de pouvoir placer Max Fried pour le premier match ou quelque chose comme ça. Donc, mais ça a changé la donne. Les Yankees qui n'ont pas gagné cette division-là, évidemment, ont perdu beaucoup de matchs contre les Blue Jays durant la saison. Mais justement, si on avait eu un vrai joueur de troisième coussin chez les Yankees, ben, rappelle-toi les comédies d'erreurs au mois de juillet. Ben, peut-être que c'était un peu moins d'erreurs au troisième but. Peut-être que tu en gagnes un de ces matchs-là. Puis si tu gagnes un de ces matchs-là, ben, écoute, c'est facile de réécrire l'histoire comme ça. Mais en même temps, Sébastien, comme tu dis, c'était prévisible. Dès le début de la saison, on le martelait. C'est quoi cet alignement-là? Exact. Puis tu te dis peut-être qu'on gagne un match. Pas peut-être. On en gagne un, c'est sûr et certain. Un de plus parce qu'on ne fait pas d'erreur au troisième but. Puis parce que probablement que ton joueur de troisième but est un peu meilleur offensivement que ce qu'on a eu chez les Yankees. C'était évident. On le savait. Oui, on est un petit peu dans les négociations pour Nolan Arenado, mais on le savait qu'elle n'allait pas terminer là parce qu'on ne voulait pas dépenser. C'était clair comme de l'eau de roche. Et malgré ça, bien, probablement qu'il y a des petits génies quelque part dans l'organisation qui ont dit ben oui, ça va aller, on va s'en sortir parce que c'est écrit dans l'ordinateur qu'on va s'en sortir. Ben oui, on va s'en sortir, pas de joueur de troisième but. Comme dans le film Moneyball, le Recreate in the Aggregate, là, essayer de recréer le joueur, de rapiécer un peu un joueur de position qui est capable Ben oui. de dealer avec le coin chaud. Oui, parce que c'est facile de jouer au 3, hein? Tout le monde le sait. C'est tellement. C'est pas dans la ligne de centre, c'est une joke. Là. Ben oui, c'est ça. Elle vient pas vite, la balle. Ben non, ben non. Ben non, ben non. C'est pas loin. Tu te souviens-tu de. Je sais pas si tu as déjà vu passer l'image. C'est dans le temps que les A's jouaient à Oakland et que les Raiders aussi jouaient dans le stade. Puis ben, des fois, forcément, il y avait comme les lignes de football. Puis tu voyais la différence entre le troisième et le premier but. Je pense que c'est une quarantaine de verges là, entre ces buts-là. Puis si tu vas la chercher dans la zone des fausses balles ou que tu es un peu plus loin, c'est tout un lancer là, de jouer du Oui. troisième coussin. Ça te prend un bon bras. C'est pas n'importe qui peut jouer là. Ça te prend un bon bras, ça te prend un bon gant. Oui, assurément. De l'autre côté, les Blue Jays, on regarde ça en 4 matchs en série, 34 points qui ont été marqués. Pour les 4 premiers matchs d'un parcours éliminatoire, c'est parmi les bonnes marques de l'histoire du baseball majeur. Il n'y a personne qui a fait mieux, même les clubs, du moins en date de ce matin. Même les clubs qui ont joué, en fait, en date de ce matin, c'est 0-0 probablement encore, le Phillies Dodgers, donc je suis assez confiant. 1-1. 1-1. Bon, écoute, ça n'a pas changé. C'est un festival offensif. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est même les clubs qui ont joué 7 matchs, qui ont joué peu importe, ils n'ont pas marqué autant de points que les Blue Jays. Tu regardes ça, 9 circuits.
Il n'y a personne qui a frappé autant que les Blue Jays. 24 retraits au bâton. Les seuls clubs qui ont fait moins en ont 20, 22, 24, et c'est 22 du moins. Et c'est des clubs qui ont joué 3 matchs au lieu de 4. Donc, c'est quand même une différence qui est significative à ce niveau-là. Vraiment, tout fonctionnait du côté des Blue Jays. On a parlé un peu d'Ernie Clement. On peut parler de Dalton Varsho, qui est une transaction qui est en train de porter ses fruits, de la façon dont Kirk se développe et de la façon dont Varsho se développe au champ centre. 5 coups sûrs de plus d'un but durant cette série-là, dont énormément lors du match numéro 2. Mais surtout, il faut parler de Vladimir Guerrero Jr. Ça a été... Il y avait des critiques, non seulement pour ses participations en série par le passé, mais aussi dans les moments importants. Vlad avait la réputation de en début de saison, quand ça compte, ou que tous les espoirs sont permis, c'est plus difficile. Puis là, les saisons où, mettons, 2024, l'an passé, le club n'était plus dans la course, il y avait l'air d'un MVP en deuxième moitié de saison. Mais certaines années, hop, c'était plus difficile pour lui quand le club était dans une course en série. Encore cette année, au mois de septembre, ça a été difficile pour Vlad. Et là, en comme 4 matchs, il a flippé le narratif, puis il a fait non, moi je mets le club sur mes épaules. Les Yankees, je les haïs à ce point-là, puis je vais les battre à moi tout seul. Il les a battus à lui tout seul. Oui, puis c'est sûr qu'il y a d'autres gars qui ont contribué, mais de frapper un circuit dans les 3 premiers matchs, de frapper un autre coup sûr avec un point produit dans le match numéro 4, c'est vraiment lui qui a donné le ton. C'est une très, très belle performance de la part de Vladimir. Comme tu l'as dit tantôt, c'est sûr que tant que tu ne gagnes pas, ben, il faut quand même que tu confirmes, mais on pointe dans la bonne direction. Là. On avait des doutes par le passé. Là, il est en train d'estomper ces doutes-là. Il doit continuer dans les prochaines séries. Mais il a tellement donné le ton à cette série-là dès le premier match. Ouais. Il a mis l'équipe sur ses épaules avec la perte de Bichette en plus. Parce qu'il faut le mentionner, là. Bichette a frappé à plusieurs reprises dans l'alignement derrière Vladimir cette année. Donc, c'était une protection que Vlad n'a pas nécessairement en ce moment. Mais malgré ça, il s'est dit, pas besoin de ça, moi, je m'en occupe. Donc, il a fait le travail. Puis, il va falloir qu'il transpose ça dans la prochaine série parce que oui, il y a des gars qui peuvent performer, mais si Vladimir ne fait pas le travail, les Jays ne passeront pas à la ronde suivante que la série mondiale. Si, mettons, en commençant la saison, je t'avais dit, tu as le choix entre Anthony Santander ou Nathan Lucas dans le champ extérieur. Si je t'avais dit, oh, quand c'est Santander, les gens vont se dire non, 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 c'est possible de nous amener Nathan Lucas, s'il te plaît. Tabarouette, ça peut changer vite quand même dans le monde du sport. Mais Nathan Lucas en est un exemple un peu à la Ernie Clement, justement. C'est un gars, là, ça fait 10 ans, je pense, qu'il est dans les mineurs avec les Blue Jays. Ça fait longtemps qu'il a été repêché. Il a mangé son pain noir longtemps. Puis dans les mineurs, c'est probablement tout ce que tu peux te payer, là, du pain noir. Oui, c'est ça. Fait qu'il l'a vraiment mangé pour vrai, là, au sens propre et figuré. Et là, il arrive, c'est sa première saison complète dans le baseball majeur. Il s'établit comme il fait. Il joue bien défensivement. Il est capable d'être clutch au moment opportun quand il arrive au bâton. En voilà un autre, là, qui ne coûte pas une fortune. Là. Il ne coûte pas bien plus que le salaire minimum, Nathan Lucas. Puis, ben, je m'en priverais pas. Moi, si je suis si je suis à la place de John Schneider, je veux le garder, ce gars-là. Certainement. Puis là, tu as peut-être le retour de Bobichette pour la prochaine série. C'est pas Nathan Lucas qui va écoper. Tu en as besoin. Puis Anthony Santander, là, on l'a vu là, défensivement, puis on le savait. Là. On le savait qu'on l'amenait à Toronto pour son bâton. Mais défensivement, c'est un accident de char. Tu ne peux pas le placer là. Tu peux juste pas le placer là. Si c'est difficile pour Giancarlo Stanton dans la droite, au champ extérieur, je ne sais pas ce que c'est pour Anthony Santander. Giancarlo Stanton est supérieur à Santander en défensive, c'est pas peu dire. Donc, tu as besoin des gars comme Nathan Lucas qui non seulement va faire le travail en défensive, mais va t'amener quelque chose offensivement. On se rappelle qu'il frappait au 2e rang du hall offensif des Blue Jays. Là. C'est pas rien. Là. C'est lui qui doit, en début de match, faire le travail, donner le ton à cette rencontre-là. Et il l'a fait. C'est lui qui frappe devant Vladimir aussi. Donc, il doit se rendre sur les sentiers, puis il le fait également. Les Blue Jays, très, très, très clairement, étaient contents d'avoir battu les Yankees. Vlad avait beau nous dire que, écoute, c'est une série comme les autres, là, on s'en doutait toutes. Là. Quand 3 ans avant, tu te dis je ne jouerais pas même eux, même si j'étais mort, c'est parce que tu ne les portes pas exactement dans ton cœur. Pas tout à fait. As-tu trouvé les cérémonies après le match, mais pas les cérémonies, mais les célébrations du moins, as-tu trouvé ça arrogant?
Ben, tu me connais, là. Et le start spreading the news. Ben, c'est ça. On va passer les deux éléments. Moi, ce que Vlad a fait avec David Ortiz, j'ai pas de problème. Tu sais, ça reste et David Ortiz qui passe la saison à narguer Jeter et Rod, tu sais, et vice-versa. On a du plaisir. Ça faisait, tu sais, Vlad était ami avec Ortiz, ça faisait partie des festivités d'après-match. Le start spreading the news, moi, je comprends pas. Tu sais, tu le sais, là, moi, d'aller narguer ton adversaire, j'ai jamais compris ça. Je sais pas ce que Ouais. ça donne. Tu viens de gagner, là. Tu viens de gagner, célèbre, j'ai aucun problème. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais je comprends pas l'intérêt d'aller narguer ton adversaire. Puis c'est pas comme si, tu sais, il ne s'est pas passé quelque chose de spécial dans cette série-là. Il n'y avait pas nécessairement une animosité extraordinaire. Je n'ai pas vu les Yankees aller jouer le Sweet Caroline après avoir éliminé les Red Sox, alors que c'est les deux plus grands rivaux du baseball majeur. Donc, tu sais, je comprends pas vraiment l'intérêt. Les Jays ont le droit de faire ça, mais je ne sais pas pourquoi tu vas aller te peinturer dans le mur. Je ne sais pas ce que ça donne parce que souvent dans ce genre de situation-là, ça t'en revient en face. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ils sont mieux de s'amener un parapluie l'an prochain parce que quand tu craches en l'air, des fois, ça peut te retomber dessus. Donc, moi aussi, le start spreading the news, tu sais, qu'à la limite que John Schneider le dise, mettons, sur le coup de l'émotion, c'est une chose, mais Oui, ça a été repris après, puis les Blue Jays l'ont repris sur Twitter, puis j'ai fait, ouais, c'est sûr que tu te mets un peu une cible sur ton dos. Ceci étant dit, en même temps, je comprends l'euphorie. Tu sais, de battre les Yankees, c'est quand même vraiment quelque chose que les Blue Jays ont réussi. Donc, un peu ambigu par rapport à tout ça, mais ça a donné des belles images, puis j'ai trouvé ça pas pire quand même là, de voir les gars si contents de battre les Yankees. Parce qu'il y en demeure pas moins que les Yankees demeurent. Même si bon, il n'y avait pas la meilleure composition d'équipe cette année, mais ça demeure une entité. Ah, c'est sûr, tu veux les battre, puis Ouais. c'est parfait. Puis je comprends parfaitement cette euphorie-là. Tu peux être heureux à souhait, tu peux profiter de ce moment-là, mais de là, aller narguer ton adversaire. Puis, tu sais, je ne sais pas pourquoi nécessairement on cherche le trouble de cette façon-là. Je sais qu'il y a eu des éléments dans la saison où les réseaux de télé se sont un petit peu chamaillés sur les réseaux sociaux lors des diffusions des matchs, mais ça reste quand même à l'extérieur. Ce n'est pas nécessairement les organisations comme telles qui ont participé Non, à c'est ça. ça. Puis pour un club qui a gagné un premier match de séries éliminatoires depuis 2016, oui, tu es très heureux de gagner, mais tu n'as encore rien prouvé. Puis tu t'attaques à une organisation qui a quand même. Oui, on n'a pas remporté la série mondiale, mais on a été là plus souvent que ton organisation dans les dernières années. Fait que c'est un peu ça que je ne comprends pas du côté des Jays. Maintenant, si tu veux faire ce genre de choses-là, après ça, tu dois répondre de tes actes, puis tu dois répondre présent sur le terrain. Est-ce qu'ils vont le faire? Peut-être. Ça leur appartient, c'est eux qui ont décidé de faire ça. Donc, on va voir la suite des choses. Il y a un autre de qui il faut parler, Trey Savage. Eh, Savage, tout le monde s'entendait pour dire Gossman 1, Bieber 2, oui. Puis théoriquement, ça aurait été ça. On a décidé d'amener Savage pour plusieurs raisons. Un, l'amener à domicile, c'est plus facile, c'est beaucoup moins intimidant. C'est sûr que Shane Bieber était, bon, il n'y a pas eu un grand départ, tu me diras, mais il était théoriquement plus outillé pour aller lancer dans le Bronx un match de série comme ça. De l'autre côté, Savage, tu contribues avec l'effet de surprise des gens qui ne le connaissent pas vraiment. Et sur la route, tu n'as pas un outil qui s'appelle le TrackJet qui fait en sorte que tu peux. C'est une machine qui fait en sorte que tu peux vraiment répliquer un peu là, les mouvements du lanceur puis t'habituer de cette façon-là à affronter un lanceur. On a vraiment misé sur l'élément de surprise pour Trey Savage et évidemment sur son grand talent. Et mon Dieu, que ça a été impressionnant. Là, tu regardes là. Parmi les recrues, lui et Cam Schlittler, on dirait que j'ai de la difficulté à voir qui m'a impressionné le plus là, dans sa sortie contre les Red Sox, puis même à la limite contre les Blue Jays, comme j'ai dit, là, j'ai vraiment aimé ce qu'il a réussi à apporter. Mais ce que ces deux gars-là ont fait, ça ressemble à ce que Capitaine Crochet et Tariq Skubal ont fait durant les premiers jours des séries éliminatoires aussi. Là. C'était historiquement excellent. Là, ce que Trey Savage a fait, là, je tombais en bas de ma chaise. une domination totale. Les frappeurs des Yankees avaient l'air de Pee-wee B. On n'était pas capable de déceler l'arsenal de Savage au monticule. Puis tu parles d'effet de surprise. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a peut-être un mois, on parlait d'amener Savage. Est-ce qu'on va l'envoyer dans l'enclos, dans la rotation? Puis ce que je disais, c'est que Savage va faire le travail. S'il a à connaître des difficultés, ça va être l'an prochain parce qu'on va s'ajuster justement à ce jeune lanceur-là. En série, cette année, selon moi, il va continuer à dominer comme il l'a fait.
peut-être pas à ce point-là parce que c'était une performance extraordinaire qu'on ne reverra pas de sitôt, mais il va continuer à être dominant parce qu'on n'est pas capable de s'ajuster à cet arsenal-là. Puis tu l'as mentionné, on a l'avantage du terrain à Toronto. Ça va être la même chose en série de championnat. Je pense qu'on va le voir dans le match numéro 2. On va avoir de la difficulté du côté de notre adversaire, que ce soit les Mariners, les Tigers. On ne pourra pas s'adapter. On n'aura pas beaucoup de temps pour se préparer contre les Savage. Donc, on va avoir encore un avantage du côté des Jays sur la butte à ce moment-là. Puis tu as raison parce que dans les faits, puis ajoutons à ça, oui, les gens, les adversaires qui vont s'adapter, mais il faut aussi mentionner le fait que présentement, il y a un high aussi là, autour de ça. Par la force des choses, tu as une adrénaline qui est immense. Là, on t'amène dans une course aux séries comme ça. C'est pas comme en plein, les fameux Dog Days of Summer. Là, c'est ça qui est dur au baseball, c'est le grind de 162 matchs, d'avoir une trentaine de départs, puis de continuer, puis de se dire, même si je suis au mois d'août, puis que c'est tough, puis que j'ai mal au bras, puis que je suis fatigué, puis que je suis raqué, puis que j'ai mal aux genoux, puis que je suis fatigué, j'ai chaud, c'est de continuer là-dedans. Mais là, c'est facile d'être motivé dans le sens où si tu n'es pas motivé là, quand est-ce que tu vas l'être? Là? Mais non, c'est intéressant. Ça va être intéressant à suivre. Puis Savage, je suis d'accord, je m'attends à le voir dans le match numéro 2. Parce que là, évidemment, là, les Blue Jays ont réussi à passer. On ne sait pas encore, au moment où on se parle, si ça va être les Tigers, si ça va être les Mariners. Il y aura match numéro 5 demain soir à Seattle entre les deux équipes. Le gagnant va avoir la chance de prendre un avion vers Toronto pour disputer les frais d'une série de championnats. Et en ce moment, ce que je trouve, puis je l'ai écrit hier soir, c'est que les Jays sont en bonne position. Dans le sens où si tu veux faire lancer Gossman, si tu veux faire lancer Yesavich, si tu veux faire lancer Bieber, tu peux faire lancer qui tu veux au match numéro 1 parce que tout le monde va avoir son 5 jours de repos et plus. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les Blue Jays. Ils vont pouvoir s'adapter comme ça. Puis de l'autre côté, tu vas aller affronter un club qui jouait à Détroit mercredi, qui s'en va jouer à Seattle, puis qu'il va falloir qu'ils reviennent. Les deux possibilités, écoute, je sais que qui choisit prend pire, Sébastien. Mais mettons que tu avais à choisir. Tu es dans la peau des Blue Jays. Là. On s'entend-tu que tu veux affronter les Tigers de Détroit qui vont faire lancer Tarik Skubal demain? Ça veut dire que si Détroit passe, et c'est possible parce que Skubal lance, si Détroit passe, Skubal n'est pas disponible pour les matchs 1 et 2. Ça change la donne pour une équipe qui, écoute, moi, je ne les voyais pas passer la ronde wildcard, je ne les voyais pas passer la ronde de division parce que je trouve qu'ils n'ont pas assez de profondeur sur le monticule. Tu peux te faufiler dans ces rondes-là. Sur un 4 de 7, j'ai de la misère à y croire. Mais en fait, j'y crois pas, présentement. Oui, les Jays ne le diront jamais, mais ils souhaitent une victoire des Tigers, c'est sûr et certain. Tu vas avoir Tarik Skubal dans le match numéro 3, peut-être dans le match numéro 7 si on se rend là. Il faudrait que les Tigers réussissent à pousser la série à la limite. Ouais. On parlait du bullpen day des Blue Jays. Qu'on n'avait pas assez de partage chez les Jays pour avoir assez de lanceurs dans une série 3-5. Chez les Tigers, c'est pas beaucoup mieux. Là. Oui, on a Jack Flaherty, on a Casey Mize, mais on est capable du côté des Jays de se rendre à la relève assez rapidement contre ces lanceurs-là. La relève des Tigers, c'est pas leur force. Donc, je pense que les Blue Jays veulent affronter les Tigers. Tu ne veux pas affronter les Mariners, qui sont une équipe tellement complète, qui ont un personnel de lanceurs extraordinaire. C'est sûr que si tu affrontes les Tigers, il ne faut pas les prendre à la légère, par contre. Là. Ils vont avoir passé les Guardians après s'être effondrés avec une avance de 15 matchs au mois de juillet. Ils vont avoir passé les Mariners de Seattle. Oui, c'est sur une série de 5 matchs avec 2 départs de Tarik Skubal, mais quand même, si tu réussis à sortir les Mariners de Seattle, tu peux sortir n'importe qui. Ce serait plus difficile dans un 4 de 7, mais s'il fallait que, par exemple, les Tigers remportent le premier match, la pression va revenir sur le jeune Yesavage, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Tu ne dois pas les prendre à la légère, mais si tu as un choix à faire, c'est nécessairement les Tigers que tu prends. Parce que les Mariners, tu as beau dire la rotation n'est pas placée. Ouais, puis. Ouais, c'est ça. Ils ont commencé avec mon lanceur numéro 3. Oh non, quel dommage, j'ai pas confiance. Non, ils sont tous bons. Ils sont juste vraiment tous bons. Donc, écoute, ça va être à suivre. Puis évidemment, demain soir, on va surveiller là, qui va être là. Il y a l'aspect voyagement aussi, mon père le mentionne, là, beaucoup moins de voyagement. Là, si tu vas jouer à Détroit, c'est à côté de Détroit versus Seattle, qui est carrément à l'autre bout du pays. Dans les deux cas, ceci dit, Sébastien,
va falloir que les équipes se trouvent une espèce de façon de limiter les billets aux partisans canadiens parce qu'on sait que Seattle, c'est une exode pour les fans de Vancouver qui prennent pour les Blue Jays. Puis même Détroit, les partisans des Blue Jays sont assez passionnés. Il y en a une couple qui sont capables de prendre leur auto, de traverser les douanes puis d'aller regarder une game au Michigan là, parce que c'est assez proche. Une coupe, tu dis, tu veux-tu nous parler de ton épopée pour essayer d'avoir des billets pour la série de championnat sur le site des Blue Jays? Je pense qu'on va en avoir plus qu'une coupe, là. Ouais, j'étais 32 millième en file d'attente. Juste ça. D'après moi, tu avais une chance. Je suis rentré dans le file d'attente, c'est juste que les prix avaient plus de bon. Je suis rentré, mais les billets qui restaient, c'était trop cher. Là. OK, tu t'es rendu, ça m'a pas dit ça. Je pensais jamais me rendre. Mais Ben non, mais non j'ai pas ce budget-là. En fait, c'était un budget que je me réserverais un jour si, mettons, c'était un. Tu sais, série mondiale, je te dis pas, si ça avait été une game numéro 7, peut-être, pas pour un match numéro 1. Oui, mais tu le sais que le budget que tu as en série mondiale dans un match numéro 7, ça ne fonctionne pas. Hein? Non, je sais. Tu allé en série de championnat l'an dernier, puis je te confirme. Oui, c'est ça. Ouais. Je comprends. On a quelques questions par rapport aux Blue Jays là, que je me gardais. Il y en a une ici, entre autres, de Jonathan Levasseur que je trouve intéressante. Pourquoi Springer n'a pas joué en défensive? Ça a été expliqué. Qu'on trouve la raison bonne ou pas, c'est que John Schneider a dit qu'il ne veut pas être obligé d'enlever Springer en fin de match si on le remplace défensivement. Parce qu'on sait que pour les Blue Jays, la défensive est très importante. Il y a Dalton Varsho au centre, puis tu as Lucas qui joue beaucoup. Et tu as Straw qu'on amène surtout en fin de match. Donc, Straw remplace principalement que ce soit Schneider ou que ce soit Anthony Santander. Ceci étant dit, moi, la sous-question que j'ai pour toi, Sébastien, c'est as-tu besoin de Straw si Springer est là? T'sais? Puis je comprends qu'on essaye d'économiser Springer de plus en plus, puis c'est une stratégie qui a fonctionné cette année. Parfait, il a connu une bonne saison, mais je pense qu'une fois de temps en temps, tu peux le faire jouer un match défensivement quand même. C'est pas un pied de céleri, Springer. Ben, je ne peux pas croire que dans une série de 7 matchs, George Springer n'aura pas au moins un départ au champ. Là. Ça ne fait pas de sens. Puis tu dis, est-ce qu'on a besoin de Straw? Ben, Straw ira remplacer Schneider. Il n'y a aucun problème là. Puis pourquoi tu remplacerais, je comprends gaucher-droitier, mais que tu remplacerais Springer en fin de match? Ça reste quand même ton premier frappeur. Il va être capable le remplacer, c'est vraiment défensivement. C'est pas pour au bâton, justement. C'est parce qu'ils veulent garder le bâton dans l'alignement. Ben oui, mais de toute façon, tu vas remplacer Santander. Peu importe, tu vas aller mettre un gauchant. Donc, je ne comprends pas vraiment cette logique-là. Puis on l'a vu, là, Santander, là, la balle qu'il n'a pas pu capter c'était le match numéro 3, si je ne me trompe pas. Et, George Springer l'attrape. Tu n'as pas besoin de remplacer George Springer en défensive. C'est pas un gars qui est incapable de jouer défensivement. Il va faire le travail. Donc, j'ai un petit peu de misère avec cette stratégie-là. Puis ça aurait pu faire mal aux Jays si les Yankees avaient placé la balle en jeu. Ils ne l'ont pas fait suffisamment. Mais une équipe comme les Mariners, ça pourrait faire mal. Question de Martin. Vous choisissez quel partant pour les Jays à la prochaine ronde, Bassett ou Scherzer? Évidemment, on prend pour acquis que les trois mêmes partants là, de Gausman, de Yesavage et Bieber sont là. Dans l'ordre, mes choix, Bassett, Eric Lauer, Bullpen Dave, ça vient peut-être ensemble, tu me diras. Un joueur de position, Max Scherzer. Oui, mais Max Scherzer n'est pas dans l'équation. Ton ordre est très bon. Il ne peut pas être dans cette équation-là. Tu n'as aucune confiance en Max Scherzer présentement. Puis tu sais ce qu'il est capable de donner. Pas grand-chose. Donc, pour moi, c'est Bassett. Oui, on pourrait y aller avec un bullpen day comme on l'a fait, mais là, ça a fonctionné contre les Yankees, mais d'envoyer 8 releveurs sur la butte dans un match, puis que les 8 font le travail, c'est quand même rare. Il va toujours dans ces 8-là, c'est pas l'enclos des Padres. Ouais. Non, exactement. Il va toujours en avoir un que ça va aller moins bien. Là, on a eu presque la perfection. Je ne pense pas que ça va se répéter dans le futur. Fait que tu y vas avec Bassett, puis tu as Eric Lauer pas très loin. Puis tu as d'autres releveurs qui sont capables de faire le travail, mais au moins tu débutes avec un partant. Si ça va bien, Bassett est capable du meilleur comme du pire. Si c'est un de ses bons départs, mais c'est excellent parce qu'il va économiser l'enclos. Si ça ne fonctionne pas, tu as d'autres solutions à l'interne que tu peux utiliser. Puis, tu sais, on sait qu'en série, les gérants ne sont pas patients. On sait qu'ils se remettent d'une blessure au dos. Moi, Bassett, je ne demande pas un départ de qualité. Je demande pas non, je demande 3 matchs. Pas. Je ne sais pas, tu sais. Puis, à la limite, là, tu vois, les Blue Jays n'ont pas eu besoin d'utiliser un partant. Mais tu sais, à la limite, si, mettons, surtout si tu es dans une position pour clinch ou quoi que ce soit, ben,
Il n'y a rien qui t'empêche d'amener un Yes Savage en relève ou d'amener un. Peu importe, là, il existe des solutions en série, là, toutes les règles sont permises. Il n'y a rien Il qui n'y a est plus de règles. Il n'y a plus. Il n'y a plus du tout de règles. Là. Les jours de congé comme ça, là, on remplace la session dans l'enclos par ben, écoute, à la place de lancer dans l'enclos, tu vas aller lancer pour nous qualifier en série mondiale. Là. C'est Les ça. règles existent plus tant que ça. Évidemment, tu ne peux pas demander à un partant de revenir comme partant deux jours plus tard ou quoi que ce soit, mais tu peux lui demander quand même un petit peu d'aide en relève. Donc, il existe des solutions là, à ce niveau-là. Il y a plusieurs questions ici qu'on a aussi, c'est qui tu sors? Puis je vais le diviser en les lanceurs parce que là, on est sur leur cas, puis après, on ira défensivement avec le cas de Beau Bichette, évidemment, qui fait jaser. Comme j'ai dit, moi, Max Scherzer, j'y fais pas confiance, puis je vois pas c'est quoi l'avantage d'avoir Max Scherzer en relève non plus. Là, les Dodgers l'ont fait avec Clayton Kershaw, ça n'a pas fonctionné hier. Je vois pas un gars comme ça avoir un rôle en longue relève. Puis, sur une manche, ben, la première manche, c'est toujours la plus difficile. Fait que pourquoi tu prends juste une manche de Max Scherzer? Fait que ça, je pense pas que je le mettrais nécessairement. Moi, si j'ai un changement à faire, c'est d'amener Bassett parce que là, il est de retour en santé. Il a lancé des matchs simulés, ça va. Puis je sors un releveur, écoute, probablement Buell, Ouais, c'est ça. peut-être. Écoute, Nance à la limite, mais Nance, c'est quand même le deuxième dans la liste, là, il n'est pas le premier. J'ai bien de la misère à avoir Max Scherzer sur le roster. Puis, écoute, je vais te le dire, John Schneider qui nous dit que si ça avait été les Red Sox, Scherzer aurait été sur le roster, là, je le crois pas. Moi non plus. Moi non plus. Il n'y a pas d'affaire sur un roster en séries éliminatoires des Blue Non, Jays, à moins de blessures, là, exact. qu'on se retrouve, mais il serait sur le roster puis il ne jouerait pas. Tu ne peux pas l'utiliser dans cette situation-là. Je suis Non. entièrement d'accord avec toi. Bassett in, Brewell out, puis le tour est joué. Est-ce que la saison 2025 était la saison trop pour Max Scherzer? Probablement, au final. Il y a eu des Ouais. bons moments. Puis, il a maintenu les Jays dans le coup pendant un certain temps, donc bravo pour ça, mais ça avance plus. Là. Puis, je ne vois pas Max Scherzer revenir parce que est-ce qu'il y a un club qui pourrait prendre une chance à très, très grand rabais avec lui? Oui. Mais Max Scherzer, c'est un gars qui a représenté l'association des joueurs et qui pousse vers les salaires vers le haut. Il va signer pour 1 500 000? Non. Non. Il va signer pour 10, 12 millions. Puis ce qui est correct parce que c'est un joueur de sa trempe. Mais il n'y a personne qui va le signer à ce prix-là. Fait que moi, il est là un peu le paradoxe de. Je pense que par la force des choses, il n'y aura juste pas de fit nulle part pour Max Scherzer. Donc, je ne m'attends pas. Écoute, j'exclus pas là, complètement qu'il lance quelque part en série. Mais si j'avais à mettre un vieux 2 sur un scénario, je pense qu'il a lancé son dernier tir dans le baseball majeur. Entièrement d'accord. Offensivement maintenant. Est-ce que Beau Bichette va être. Attends, juste un petit commentaire ici. Scherzer comme entraîneur sur le banc. Mais on le voit, puis tu sais, il est bon Scherzer quand même parce que probablement qu'il bouille en dedans de pas jouer, puis je le comprends, là, c'est un compétiteur. Mais on le voit qu'il est sur le banc puis qu'il parle à ses coéquipiers malgré tout. Je sais que tu vas me dire qu'il est quand même, il a été grassement payé toute l'année pour être au sein de cette équipe-là, mais moi, je le trouve bon d'être sur le banc dans ces conditions-là. Moi. Oui, ça a toujours été un leader, puis il continue de le démontrer. C'est sûr qu'il voudrait être sur la butte, qu'il voudrait être sur le roster de cette équipe-là en séries éliminatoires, mais il n'est pas fou à temps plein non plus. Là. C'est pas comme s'il avait performé, puis que là, on le tasse l'alignement. Il n'a pas performé. Les Jays ont des décisions à prendre, puis ils ont pris la bonne décision dans ce cas. Puis les Jays ne demandaient rien de mieux qu'ils performent. Je veux Ben dire, oui. ils l'ont signé pour ça. Il manquait un partant, ce gars-là est en santé, puis tu lui fais lancer 5 manches dans un match simulé. Là. Je veux dire, dans un monde idéal, c'était le partant dans le match d'hier. Je veux dire, tout le monde s'entend là-dessus, mais les Blue Jays ne sont pas là du tout. OK, Beau Bichette. Beau Bichette qui nous laisse croire qu'il va être en santé. Il vient de recommencer à courir. Est-ce que c'est complètement impossible qu'il soit sur l'alignement dimanche? Non. Si tu as à te prononcer en ce moment, moi, ma réponse est non. Est-ce que Beau Bichette est sur l'alignement de la série de championnat? Sur le roster, tu parles? Pas pour le match de dimanche, là, mais Exact, sur le roster de 26 joueurs. Moi, il est là. Moi, je pense que oui. Oh, oui, je pense que oui. Tu dois prendre ce risque-là, entre guillemets, que Beau Bichette puisse jouer dans cette série-là si ça se prolonge un petit peu. Puis c'est pas comme si tu ne pouvais pas sortir Isaiah Kanner faire l'effort de l'alignement non plus. Écoute, ça, c'était la prochaine question qui Oui, sort. j'ai devancé un petit peu. Ça, c'est sûr. Écoute, moi aussi, mon choix, c'est Kenner Falefa.
Je vais jouer à l'avocat du diable. Puis c'est pas un scénario auquel je crois à 100%, vraiment pas même, mais je pense qu'il vaut la peine d'être soulevé. Si Beau Bichette peut juste être frappeur de choix, puis que tu as déjà George Springer qui est déjà pas mal frappeur de choix, ou tu sais, je dis frappeur de choix, ça peut être frappeur suppléant, mais tu sais, qui joue pas à la réco. Est-ce que le gars que tu sors du roster, c'est Anthony Santander? Parce que tu n'as pas nécessairement un rôle pour lui, parce qu'il n'est pas à 100%, parce qu'il ne performe pas nécessairement à la hauteur, à part avoir des longues à te battre, puis une fois de temps en temps, popper un coup sûr qui est important. Il n'a pas été super utile, puis je ne le blâme pas, il a été blessé toute l'année. On sait à quel point les Blue Jays aiment la polyvalence défensive. Est-ce que tu veux 3 gars sur 13 dans ton roster qui sont soit pas capables ou pas bons pour jouer défensivement? Il y a une partie de moi qui pense que les Blue Jays envisagent cette idée-là. On a donné 2 départs à Isaiah Kenner-Falefa parce qu'on donne énormément de valeur à la défensive puis au gaucher-droitier. Donc, moi, puis tu sais, si éventuellement, bon, tu veux ramener Bichette à l'avant-champ malgré tout, ben, tu peux envoyer Barger dans droite. Il y a une partie de moi qui pense que les Blue Jays ne veulent pas se retrouver dans le trouble à l'avant-champ défensivement, que tu ne veux pas trop compter sur David Schneider au deuxième coussin, par exemple. Vraiment un bout de moi qui pense que Santander est dans les discussions. Je ne pense pas que ça va arriver, mais je pense que c'est discuté. Je pense qu'on n'a pas le choix de l'envisager du côté des Jays, mais je ne peux pas croire que ça va être la finalité de la chose. Moi non plus. On parle de la défensive d'IKF. On s'entend que ça n'a pas été extraordinaire en série de division. Si sa seule utilité, c'est sa défensive, parfois c'est très difficile. Là. On l'a vu avec les Yankees par le passé. Pour moi, ce n'est pas une option IKF. Il n'apporte pas grand-chose. Oui, gaucher-droitier. J'aime bien mieux avoir un bâton comme celui de Santander qui est capable de pousser la présence au bâton beaucoup plus loin, puis peut-être avoir le lancer qui se retrouve de l'autre côté de la clôture, du côté gauche, du marbre, même si il fait juste ça, sortir du banc pour aller frapper du côté gauche. Exact. Ce sera ça. Ce sera toujours plus que IKF va t'amener offensivement, puis présentement, IKF ne fait pas le travail défensivement non plus. Puis je pense qu'on a assez d'options à l'avant-champ, même si Beau Bichette agit seulement au titre de frappeur de choix pour combler ce poste-là. Pour moi, c'est IKF qui doit quitter. Je suis d'accord avec toi. Ceci étant dit, comme je dis, je voulais quand même soulever la possibilité parce qu'elle est envisagée. C'est pas impossible non plus. Là. Non. On va justifier ça par X raisons, mais pour moi, ce ne serait pas la bonne. Puis pour moi, je pense que si tu ramènes Beau Bichette puis que tu le remplaces par IKF, peu importe, puis que ultimement, ben, ça va faire en sorte que, écoute, est-ce que Santander va avoir un départ quelque part? Peut-être, mais d'avoir ce gars-là en sortie de banc, de l'avoir justement pour venir frapper, puis après ça, tu le remplaces, puis justement, tu le remplaces, puis tu finis par mettre un Miles Straw défensivement ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un gros avantage pour les Blue Jays, puis je ne pense pas que tu veux te priver de ça pour IKF. Mais comme je te dis, les Blue Jays en ont pris des décisions basées sur la défensive. Tu sais, c'est un club qui a donné 100 millions de dollars, ou du moins qui a pris le contrat de 100 millions de dollars, d'Andrés Jiménez qui ne frappe pas, là. Juste parce qu'il est bon défensivement. Là, il est rendu à la récause, correct, mais à la base, c'était pour le deuxième but. Fait c'est un club qui a qui donne beaucoup d'importance à la défensive. Donc, c'est pour ça que la théorie, je la soulève. Mais lui, il est vraiment bon défensivement, par contre. Il est hey, d'ailleurs, là, je veux te lancer sur ces commentaires-là. Tu sais, pour remettre en perspective à quel point ce que Mookie Betts fait à son âge d'aller jouer à la réco, c'est bon. Là. Andrés Jiménez, qui est quand même habitué de jouer à l'avant-champ, qui est habitué de jouer à tous les jours, ça fait quoi? 3 semaines? 1 mois qu'il joue à la réco, puis il dit « Je sens déjà les effets sur mon corps. » À quel point c'est plus dur. Puis le congé entre le match 2 et 3, il dit « Ça m'a fait du bien parce que c'était dur puis ça m'a permis de me reposer. » C'est tough jouer à la réco. Ah, c'est une position tellement importante, puis tu fais tellement bien de le mentionner. Mookie Betts, là, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Mais imagine-toi si ce gars-là retournait au champ droit, ce qu'il pourrait accomplir au bâton. Cette année, on n'a pas vu vraiment le vrai Mookie Betts du côté offensif de la balle. Moi, je suis convaincu que les Dodgers doivent remettre Mookie Betts au champ extérieur ou au pire au deuxième but. Mais c'est tellement taxant à l'arrêt-court que ça vient affecter ton jeu au bâton. Puis on l'a vu avec Mookie Betts. Puis on le voit avec Jiménez. Oui, c'était difficile aussi au deuxième but, mais il n'est pas là pour frapper, il est là pour jouer défensivement. C'est son seul travail, puis c'est quand même difficile. Là. Il fait le travail, mais c'est difficile pour son corps. Donc, c'est vrai, c'est tellement une position dure à jouer.
puis il le fait très bien. Penses-tu qu'il y a des gens dans l'organisation des Dodgers qui se disent: «Qu'est-ce qu'on fait avec nos vedettes? Arrête de faire lancer Ohtani, arrête de mettre Betts à l'air écho, puis renvoie-le dans la droite, puis nos vedettes, ils vont toutes bien frapper», là. Il y a, tu sais, du Big Ouais. Three, là, il y a juste Freddie Freeman qui est optimisé, il joue à sa position, premier coussin, ça va, il frappe bien. Le reste, là, penses-tu qu'il y a des gars de New York à Los Angeles qui se disent: «Ben voyons, à quoi qu'on joue, là?» Ouais, puis dans le cas d'Ohtani, on le fait lancer, on lui dit que peut-être que même il va sortir de l'enclos de relève, qu'il va aller jouer au champ. Puis après ça, on dit: «Ouais, mais tu sais, il prend pas des bonnes décisions au bâton», mais ça se peut qu'il prenne pas des bonnes décisions au bâton. Ça se peut très bien. Tu sais, on l'a vu là, quand il a pas lancé la saison qu'il a connue, là. Mmh. C'est incroyable, mais c'est ça. Ça a des répercussions. Si tu surtaxes un joueur dans une autre position, c'est sûr que ça a des effets par la suite. Fait que Sébastien, ça fait le tour de ce long bloc sur ben, les Blue Jays. Ultimement, là, on s'attendait évidemment beaucoup à parler de cet élément-là. C'est la seule série aussi qui est terminée, puis ça a été une série très, très, très polarisante contre les Yankees. Mais on va quand même prendre le temps là, de glisser un mot là, sur ce qui se passe là, du côté de la nationale. Par la force des choses, je pense qu'on a couvert un peu dans l'américaine. On sait qu'il va y avoir un match numéro 5 demain. Le gagnant va affronter les Blue Jays à partir de dimanche. Mais Sébastien, allons voir ce qui se passe dans la nationale. Au moment où on se parle, les Phillies et les Dodgers, on est en début de 10e manche, c'est 1-1. Cette série-là, c'est menée par les Dodgers. Peut-être que d'ici à la fin du podcast, les Dodgers vont réussir à se qualifier pour la série de championnat. Mais en attendant, malgré tout, on peut dire qu'est-ce qui se passe à Philadelphie pour que ce club-là sorte aussi flat? À la maison, moi, ce qui me À la surprend, maison, c'est que ça soit un à la gros maison. avantage jouer à Philadelphie. Là. Il y en a Ouais. beaucoup qui ont vanté l'ambiance qu'il y avait au Rogers Center à Toronto. La Philadelphie, ça n'a rien à voir. Là. C'est sur les stéroïdes, là, l'ambiance. Oui, c'est incroyable. Puis, mettons que les partisans leur ont fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas sortir flat comme ça. Là. On a entendu des huées là, du côté de Philadelphie. Euh, En début de match, par contre, cette ambiance-là, ça devrait te transporter. Et pourtant, il ne s'est passé absolument rien dans ces deux matchs-là. Les Dodgers étaient en plein contrôle. Au moins, on s'est réveillé dans le match numéro 3, mais je m'explique mal comment les Yankees ont perdu les deux premiers matchs, c'était à Toronto. On pouvait, dans un certain sens, comprendre. Oui, c'est les Dodgers que tu as en face, mais de perdre les deux premiers matchs de cette façon-là, à domicile, c'est incompréhensible. Ouais, on dit que tu n'es jamais dans le trouble dans une série tant que tu n'as pas perdu à la maison. Donc, c'est pour ça les Yankees, ultimement, bon, ils ont perdu à la maison, ça les a éliminés. Là, ça prouve un petit peu l'adage, mais les Phillies, dès le match numéro 1, match numéro 1, match numéro 2, tu t'en vas perdre ça comme ça. Tu donnes l'avantage de la série aux Dodgers. Puis, entre toi et moi, si tu ne fais pas lancer Clayton Kershaw, ben, tu as des chances de revenir dans ce match-là. Là. Si Clayton Oui. Kershaw ne lance pas, c'est encore 3-1. Tu es Mhm. un coup de circuit d'Otani, tu es un coup de circuit de Teoscar, tu es un coup de circuit de n'importe qui. Là. Tu peux t'en sortir dans cette série-là. Mais non, les Dodgers sont impressionnants. Malgré tout, on va rendre à César ce qui lui revient, même si Otani ne prend pas toujours les bonnes décisions au bâton ou que tu as de la misère avec cette relève-là qui n'a comme aucun maudit bon sens. Tu vois quand même qu'on te coche sur les autres, puis tu vois que les gars sont d'habitude de gagner. Exactement. C'est l'expérience qui est là, qui est présente. On ne panique pas avec aucune situation. Puis tu l'as dit, si on était resté dans le match, probablement qu'on serait revenu de l'arrière à domicile, puis qu'on aurait clos la série. Là, Clayton Kershaw, ça ne s'est pas bien passé, mais il faut parler aussi des autres releveurs. Il y en a certains qui ont fait le travail, il y en a d'autres moins. Mais d'amener un Rocky Sasaki qui fait plus que le travail. Là. Même ce soir, j'ai vu que je pense qu'il a lancé en 9e, il est encore là en 10e. De compter sur des gars comme ça qui sont des partants, mais que tu envoies dans l'enclos de relève. On parlait d'envoyer Glasnow dans l'enclos. C'est lui qui a commencé le match. Il a lancé, il était là en 7e. Je ne sais pas comment ça s'est passé par la suite, mais il n'a pas donné de points pendant toutes ces manches-là. On fait le travail sur la butte du côté des Dodgers, à l'exception de Kershaw hier, mais sinon, on s'attendait à ce que ce soit difficile dans l'enclos, puis finalement, ça s'est bien passé. Ouais, puis là, Tanner Scott est blessé, donc il est sorti de cette série-là. Donc, Est-ce ça qu'il est change blessé à beaucoup. l'orgueil, lui? Ouais, l'histoire ne le dit pas. Officiellement, C'est il y a une ça, vraie hein? blessure. Ouais, OK. Hey, d'ailleurs, là, ça me fait penser, là, je vais sortir le petit côté boomer en moi. Là.
Les équipes sont capables d'utiliser des termes qu'on comprend? Tu sais, les Blue Jays, quand on les questionne sur Trey Savage, il va être utile dans la prévention des points marqués. Il va lancer. Tu sais, genre, il va être là, il va être utile dans la prévention des points lancés. Rocky Sasaki, c'est notre option privilégiée pour la 9e manche. Closer. C'est ça. Il va lancer, il va être un closer. Tu peux-tu juste parler pour qu'on comprenne? À quel point les gars ont peur des mots? On a-tu une poignée dans le dos, mais on le sait pas? Ouais, c'est ça. Genre, on sait tout ce que ça veut dire. La prévention. On sait que Trey Savage n'ira pas jouer à l'arrêt-court. Ah non, t'es sûr? D'après moi, par exemple, ce gars-là est capable. Là. Je suis sûr qu'il est capable. C'est sûr et certain qu'il est capable, mais non, c'est ça, tu le sais qu'il va lancer. Dis-le qu'il va lancer. Oui, c'est ça. Il sera à la prévention des points dans le match entre le premier et le troisième. Oui, c'est ça. Comment? Oui, c'est ça. C'est le partage du match numéro 2. Point. Oui, c'est ça. Tu sais, t'es même pas obligé de nous dire qu'il va être partant. On voulait juste savoir, il va être sur le roster des séries. Il va être utile dans la prévention des points. C'est ça. Hey, Sébastien, tes expressions font des petits parce que Martin nous dit que Kershaw en relève, c'est la décision d'un petit génie. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Kershaw. Il n'a pas un bon historique en série. Non, il est en fin de carrière. Ça fait 3 semaines qu'il n'a pas lancé. Tu l'envoies en relève. Mais ouais. C'est un petit peu dommage parce qu'il avait comme enlevé cette étiquette-là. Il avait changé le narratif un peu de ses performances en série. Puis là, tu l'amènes, puis c'est lui qui ouvre les écluses puis qui met le match hors de portée. C'est un petit peu dommage, mais ça enlève absolument rien à sa carrière, par contre. Ouais, chasser le naturel et il revient au galop. Mais je suis d'accord que, ultimement, ça terminera. Dans une couple d'années, là, on ne s'en souciera plus. Là, on va se rappeler du MVP, puis des Cy Young, puis des 3000 retraits au bâton. Puis, l'autre série, on voit présentement qu'on est à quelques minutes du début de la série, du match numéro 4, pardon, dans la série opposant les Brewers et les Cubs. Les Brewers qui mènent 2-1 et qui pourraient, dans 3 heures, soit rejoindre les Dodgers ou tout simplement se qualifier pour la série de championnat. Qu'est-ce que tu retiens de cette série-là des 3 premiers matchs jusqu'à présent? Ben, je suis un peu surpris de la sortie des Brewers dans ces 2 premiers matchs-là à domicile. Là. Ils étaient en plein contrôle. Je m'attendais peut-être à ce qu'on divise les honneurs de ces deux matchs-là puis qu'on retourne à Chicago à 1-1. Mais vraiment, les Brewers, c'était pas leur intention. Avec, dans le match numéro 2, un bullpen des autres aussi, qui a été, comme les Blue Jays, très, très dominant. On a muselé les frappeurs des Cubs. Donc, on continue à faire ce qu'on a fait en saison, puis on dirait qu'on le fait encore mieux en séries éliminatoires, mené par Pat Murphy, qui encore une fois fait du travail extraordinaire. Tu vois, on parlait tantôt un peu là, justement de Devin Williams. Tu sais, dans l'échange de Devin Williams avec les Brewers, nous dit Jean-Michel, il voulait Jonathan Vida ou Oswaldo Peraza, mais les Yankees ont sacrifié Caleb Durbin, un joueur qui est loin d'être spectaculaire, mais qui est un joueur d'utilité solide quand même. C'est ça, les Brewers de Milwaukee. C'est un ramassis de joueurs comme ça. On perd Willie Adames, pas grave. Il y a des gars qui vont quand même suivre le plan de Pat Murphy et de Christian Yelich, puis qui vont juste faire leur job. Tu sais, le fameux do your job de Bill Belichick, là, qui le fait moyen ces temps-ci. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu compliqué. C'est un autre exemple. Mais mettons le do your job des belles années, là, des années de Tom Brady. C'est un peu la mentalité des Brewers. Là. Fais ce que toi, tu as à faire, puis la game va prendre soin de toi, là, si on peut paraphraser une espèce de Martin Saint-Louis. Mais les Brewers, c'est une machine à saucisses. Ils sont toutes pareilles. C'est une machine qui sort des saucisses, puis toutes les saucisses sont pareilles. Puis tu changes les saucisses. Ben oui, c'est bon, mais tu prends une saucisse, puis elle est bonne, puis tu prends la prochaine, puis elle est aussi bonne. Là. Mais tu changes 2 saucisses de place, puis tu t'en rends pas compte. C'est vrai. Ils sont toutes pareilles, ils font tous le travail. C'est une équipe tellement complète. Est-ce que ça va les mener jusqu'au bout? Je ne le sais pas. Mais c'est n'importe quel joueur, un soir donné, peut faire la différence pour cette équipe-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les Cubs, ils ont des hauts et des bas. Tu sais, mettons on perd ce soir. Puis Kyle Tucker, il signe avec les Dodgers, avec les Yankees, je sais pas, peu importe. On va se demander avec les Cubs, ça a-tu valu la peine tout ça? T'sais, on a-tu poussé assez à la date limite pour entourer ce club-là en sachant que c'était sa dernière année? T'sais, prends les Yankees, là, avec Juan Soto, on l'a entouré, puis on s'est dit on va essayer d'aller jusqu'au bout. On s'est rendu en série mondiale avec lui, ça n'a pas fonctionné, il est parti à New York, on s'entend, mais ça a été quand même une belle run, puis les Yankees ont eu leur chance. Là, les Cubs, on ne sent pas que c'est dans le même esprit. Là, on se dit, on a donné
beaucoup de bons jeunes pour aller perdre en série de division. Tu sais, à quel point ça vaut la peine? Ben, ça valait la peine jusqu'au moment où tu l'entoures pas, comme tu l'as dit. Ouais, Tu c'est sais, ça. si tu vas le chercher, aucun problème avec ça. Si tu donnes des jeunes, aucun problème avec ça. Mais il faut que tu gagnes avec ce gars-là parce C'est ça. qu'il devient libre comme l'air là, dans pas très long. C'est là, la fenêtre est là, elle est ouverte, tu dois en profiter. Puis ça a été assez tranquille de ce côté-là, du côté des Cubs. On n'a pas fait vraiment d'acquisition qui fait une différence dans les séries actuelles. On, si tu ne vas pas chercher de joueurs qui peut te donner un impact, tu le sais qu'à la fin, tu n'auras pas cet impact-là. Puis c'est un peu ce que les Cubs vivent. On n'a pas un mauvais club. Ce n'est pas nécessairement qu'on a laissé Kyle Tucker tout seul, mais ça prenait plus d'éléments pour l'entourer. Donc, Sébastien, si on regarde l'horaire des prochains jours, évidemment, ce soir, les 2 derniers matchs, numéro 4 dans la nationale. Demain, à 20h, le match numéro 5 entre Détroit et Seattle. Le gagnant ira affronter les Blue Jays de Toronto. Et samedi, au besoin, il y aura les matchs numéro 5 dans la nationale. On verra évidemment dans les prochaines heures si on va avoir besoin de la journée de samedi. Dimanche à 8h, les Blue Jays vont recevoir le gagnant de la série entre les Mariners et les Tigers. Et lundi, il y aura non seulement le match numéro 2 des Blue Jays, mais ce sera aussi le début de la série de championnat dans la Ligue nationale. Il y a du très bon baseball qui s'en vient. On a eu du bon baseball. Comment, j'aurais pu commencer avec ça, comment tes séries jusqu'à là? On a du très bon baseball, c'est vrai. C'est peut-être une perception, mais j'ai l'impression qu'on a moins de matchs serrés jusqu'à la toute fin où on voit les gérants là, Ouais. vraiment gérer, prendre des décisions cruciales, y aller un petit peu avec le feeling, y aller avec la situation de match. On n'en a pas vu beaucoup de cette façon-là. Ça n'enlève rien aux séries qu'on vit, mais il y a eu des années où vraiment, là, il y avait plusieurs matchs qui se décidaient à la fin, où il y avait un écart de moins de 3 points. Cette année, c'est un petit peu moins ça. On va espérer qu'il y en aura dans les prochains jours, évidemment, dans cet horaire du C'est pas fini. baseball majeur. Merci à tout le monde qui est venu nous écouter en direct sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube un jeudi soir. Évidemment, on l'a déjà dit, on va le répéter, mais en série, l'horaire du mercredi tient moins. Hier, ça aurait été un peu illogique là, avec les 4 matchs de baseball, avec le début de la saison du Canadien, tout ça, de faire un podcast en direct. Là, le moment était un peu plus propice dans une journée de congé dans la Ligue américaine. Donc, merci d'être à l'écoute, de commenter avec nous pour que ce soit ceux qui nous écoutent en direct sur les réseaux sociaux ou, Sébastien, ceux qui nous écoutent aussi là, dans un format de podcast plus traditionnel. Oui, sur toutes les bonnes plateformes. Ceux qui vont nous écouter en différé, vous allez pouvoir retrouver l'épisode. Ceux qui nous lisent sur le passionmlb.com aussi, c'est le meilleur baseball de l'année. Puis c'est encore plus vrai avec les Jays. On sent une effervescence qui se passe au Canada. Donc, Ouais. continuez de nous suivre. On va continuer à se coller à cette actualité des séries éliminatoires, en particulier celle des Jays. Donc, merci à tout le monde qui a été à l'écoute. Merci, Sébastien, d'avoir été là encore une fois cette semaine. Nous, on se dit à la prochaine. On vous tiendra au courant sur nos réseaux sociaux. Ce sera quand la prochaine fois. Et puis d'ici là, ben, on vous souhaite de l'excellent baseball.